Bienvenue sur notre page Lecture paisible. Qu'avez-vous retenu du chapitre 1? C'est fou comme certaines personnes sont les artisans de leur propre malheur. Comment oser tromper son propre mari dans la maison dans laquelle vous deux vous vivez? Aussi, quand on sait que c'est son mari qui prend en charge tous ses besoins ainsi que ceux des enfants que l'on a eus hors mariage avant de le connaître, on ne se comporte pas ainsi. Voilà Daniel repudié qui ne sait où aller avec ses enfants sous la main. Nous poursuivons avec notre chapitre 2. Daniel savait bien que leur présence dans cette maison commençait à peser plus lourd que prévu. Elle voyait clairement au fait, gestes et dires de Serge que le sens de l'hospitalité était à des dizaines de milliers de lieues. C'est fou ce qu'il a changé, se disait-elle assez souvent. Elle se souvenait comme si c'était hier de cet homme aux gestes délicats et à l'amabilité débordante qu'elle avait connue au début, celui qui lui tendait une carte de visite dans le couloir sombre de la clinique en lui proposant de l'aide quels que soient ses problèmes. Il était clair que c'était le même corps et non pas le même homme qu'elle avait devant elle dans la cuisine en cette fin de matinée. Rien d'étonnant qu'il fût un célibataire aussi convaincu. Quelle espèce de femme pourrait-elle bien le supporter? Se demandait Daniel, quand elle pensait qu'elle était fatiguée, excédée même de ses remarques désobligeantes après seulement 17 jours de cohabitation. Elle imaginait mal qu'il puisse exister quelque part une femme capable de partager son quotidien dans la vie. D'un autre côté, par contre, Daniel savait qu'elle possédait un atout très sûr, un atout dont elle comptait se servir le plus longtemps possible, l'interview. Serge Gotha ne vivait plus que pour cette interview aussi. La jeune femme avait-elle toujours su en repousser l'échéance, simulant souvent à la perfection de douloureux maux de tête, l'âme à l'appui ou encore s'occupant de Ludovic qui avait une subite envie de ressentir autour de lui la chaleur des bras de sa mère. Bref, elle s'en était toujours tirée à bon compte. Malheureusement, au bout d'un certain temps, un stock d'astuces de ce genre s'épuise et on se retrouve à la case départ. Aujourd'hui, par exemple, Daniel n'avait pas su se dérober. Elle n'a pas pu refuser son entretien à un Serge qui, sans que personne ne l'y ait obligé, s'est gentiment proposé pour donner son biberon à Ludovic. Résultat, Daniel sur une chaise, Ludovic prenant son biberon dans les bras du journaliste, sur la chaise d'en face et sur la table au milieu, le petit magnéto-enregistreur de Serge dont le bouton record était enfoncé. Tout d'abord, je tiens à vous remercier de tout cœur, Madame Biva, commença Serge. Merci de m'accorder enfin cette interview. La femme afficha un sourire qui semblait signifier « Je n'ai pas tellement le choix ». Pour aller droit au but, Madame Biva, je vais tout de suite vous poser la première question. Je vous écoute. Madame Biva, depuis plusieurs dizaines d'années déjà, votre mari, Monsieur Jacques Biva, possède la fortune la plus considérable de tout le pays. Certains citoyens en parlent comme d'un homme bien qui travaille dur et sans arrêt. Beaucoup d'autres, par contre, prétendent qu'il tire ses milliards de procédés assez louches. Il serait mêlé à plusieurs affaires d'escroquerie dans notre pays et même il tremperait dans des trafics illégaux de certaines substances. Alors, vous qui êtes dans son entourage le plus proche, vous qui avez partagé sa vie pendant une dizaine d'années, pouvez-vous apporter certains éclaircissements sur les origines de la fortune de votre mari? Oui. Tout d'abord, j'aimerais être clair sur un point. Je sais que certains penseront que je ne suis pas censée tout savoir des activités économiques de mon époux. À cela, je retorque tout de suite. Détrompez-vous. Jacques m'a toujours tenu au courant de la moindre évolution de ses affaires, à un point même où je me demande si je ne devrais pas lui servir de secrétaire particulière. Ne perdons pas cela de vue. Maintenant, en ce qui concerne la fortune, elle appartient au Biva depuis bien des générations. Jacques, en fait, n'en est que le gérant chargé d'entretenir et de veiller sur les biens de la famille. Oui, mais vous savez, depuis que votre mari est à la tête de toutes ces entreprises familiales, comme vous les appelez,
Les chiffres d'affaires n'ont cessé de croître et à une vitesse inimaginable de surcroît. Comment s'y prend-il? Il y a une chose qui échappe à la vigilance de pas mal de gens. C'est que mon mari, malgré son âge assez avancé, reste quelqu'un de très travailleur et de très rigoureux. Je me souviens même que notre couple en a énormément souffert au début. Je n'acceptais pas d'avoir une seule moitié de mon mari à moi et de céder l'autre à son travail. Il était toujours parti et cela me rendait complètement folle. Seulement, quand j'ai réalisé qu'il accomplissait à peine la moitié de ce qu'il avait à faire, afin de passer un peu de temps en famille, alors j'ai compris quel merveilleux père et mari il était. Notre couple s'est aussitôt réveillé comme un malade qui a pris des fortifiants. À propos de votre couple, justement, Madame Biva, on raconte qu'il bat de l'aile. Votre mari vous aurait interdit l'accès à tout ce qui lui appartient. Certains journaux révèlent même que vous et vos enfants avez été expulsés de la grande maison familiale. Que s'est-il passé exactement? Daniel sentit à cette question qu'elle ne tarderait pas à perdre son sang-froid. Elle regarda le journaliste un moment et se leva sans mot dire. Elle prit une pomme dans le réfrigérateur et la mordit à belles dents en s'adossant à l'évier. Serge comprit alors qu'il avait exagéré et arrêta le magnétophone. « Daniel, tu vas bien? » « Non, justement, » tonitruya-t-elle. Le véritable problème, c'est que je n'ai pas de microphone assez puissant pour me faire entendre dans toute la ville et même dans tout le pays. Je voudrais faire savoir à tout le monde, y compris à vous, Monsieur Gotha, que nos disputes de couple ne concernent personne d'autre que Jacques et moi. Les journalistes du monde entier sont réputés pour leur sale manie de toujours s'immiscer dans des affaires qui ne les concernent pas. Ma vie privée ne les regarde en rien. Seulement vous, je vous préviens et écrivez le noir sur blanc et en gros titre dans votre journal. Laissez en paix le couple Biva. J'espère avoir été assez clair. Elle doit être vraiment en colère pour m'appeler Monsieur Gotha, pensa le journaliste. Elle qui a toujours su prononcer avec tant de douceur le mot Serge, comme s'il avait compris quelque chose à la douleur de sa mère, et peut-être était-ce le cas. Ludovic se mit à hurler tellement fort qu'on pouvait l'entendre à des kilomètres à la ronde. On aurait cru que Serge qui le tenait et essayait de le calmer en lui chantant de petits coucous, le maltraitait en cachette. Daniel posa aussitôt sa pomme et vint prendre le bébé des bras de Serge. Elle lui fredonna quelque chose à l'oreille en le berçant tendrement et le petit se tut. Serge, qui regardait la scène, se rendit compte que Daniel ne s'était pas détendu d'un seul cran. Il posa donc le biberon sur la table devant lui, se leva et enlaça la jeune femme, la serra contre lui. Ludovic, entre eux deux, manqua presque d'air et de lumière. « Je suis désolée, Daniel, je ne voulais pas te blesser. » La porte s'ouvrit soudain et Anthony entra toute joyeuse en criant « C'est nous !» La jeune fille s'arrêta net en voyant Serge qui lâchait sa mère. « Salut, Anthony !» lança Serge à la jeune fille qui le regardait toute surprise. « Ça va, Anthony ?» demanda la mère. « Où est ton frère ?»« Je suis là, salut !» claironna Fritz en entrant. Le jeune garçon, son cartable à la main, alla aussitôt embrasser sa mère, pendant que sa sœur aînée marcha à pas rapides vers une porte qu'elle franchit sans tenir compte de sa mère qui prononça 2 fois son prénom. Ludovic se mit de nouveau à pleurer et Fritz lui caressa tendrement la joue en lui murmurant « Est-ce une façon de souhaiter la bienvenue à son grand frère, déjà si original à ton âge ?» Serge poussa un petit rire et c'est à ce moment seulement que Fritz se rendit compte qu'il n'avait pas été poli avec tout le monde. « Bonjour Serge, se rattrapa-t-il. « Salut bonhomme, répondit Serge en caressant les cheveux du garçon. « Comment vas-tu aujourd'hui? J'irai beaucoup mieux après un copieux repas. Allez, va vite poser tes affaires et viens manger, sacré phénomène. » plaisanta Serge en donnant une petite tape dans le dos de Fritz qui franchit la même porte que sa sœur, mais avec l'allure la plus dégourdie du monde. « Je crois deviner ce qui lui passe par la tête, » commenta le journaliste désormais seul avec Daniel et le bébé. « Je crois que moi aussi, répondit la femme. Tu devrais peut-être aller lui parler, Daniel. Oui, tu as sans doute raison. Tiens, prends le petit. » Serge prit à nouveau le bébé qui se remit aussitôt à hurler et il le calma du mieux qu'il put tandis que la mère se rendait auprès de sa fille.
Ah, au fait, Daniel, se souvient le nouveau père. Ton mari sort de l'hôpital cet après-midi. Je l'ai entendu à la télévision tout à l'heure. Daniel s'arrêta à la porte et regarda silencieusement son ami, se demandant s'il fallait dire merci ou je m'en moque. Face à sa réaction, Serge, découragé, ajouta: J'ai pensé que cela t'intéresserait peut-être. Merci, Serge, lança finalement la jeune femme qui se dit que c'était probablement sa dernière chance de parler à son époux. Non, non, non. Tous deux, tout doux bébé, tout doux, chuchota le journaliste à Ludovic qui gémissait de plus en plus fort maintenant que sa mère avait disparu dans la pièce voisine. Fritz entra soudain dans la cuisine et se mit à dresser le couvert. Oh, tu exagères, Ludovic, fit-il. Quelques pièces plus loin, Anthony était couché sur le dos dans son lit, les mains sous la nuque. Sa mère frappa 3 coups à la porte largement ouverte et entra. « Tu ne viens pas manger, chérie ?» demanda-t-elle en s'asseyant sur le lit près de sa fille. « Je n'ai pas faim. Tu dois reprendre des fois si tu veux retourner à l'école tout à l'heure, tu sais. Je n'ai pas faim. Je veux juste rentrer chez nous. Écoute, Anthony, les choses ne sont pas aussi simples que tu pourrais le penser. Moi aussi, je veux rentrer à la maison, mais nous allons tous devoir attendre encore un tout petit peu. Mais oui, bien sûr, c'est clair comme 2 et 2 font 22 que ce n'est pas demain la veille. Si tu te débrouilles aussi bien avec tous les hommes qu'avec Serge, Anthony, je t'interdis. C'est le prix à payer pour habiter ici, c'est cela, Anthony. N'exagère pas. Ah, parce qu'en plus, c'est moi qui exagère. Je crois que je comprends maintenant la réaction de papa. D'ailleurs, à sa place, j'aurais agi pareillement. Daniel sentit la colère l'envahir et soudain, elle gifla sa fille. Je suis encore ta mère et quoi qu'il arrive, tu me dois du respect et beaucoup de respect, gronda-t-elle en se levant du lit. Aucune mère n'a jamais permis à sa fille de faire irruption dans sa vie privée et je ne serai pas la première. Mets-toi bien cela dans la tête. Sur ces mots, Daniel quitta la chambre à pas rapides et nerveux, sous le regard coléreux de la jeune Anthony qui s'était redressée et se tenait la joue, les yeux inondés de larmes. La jeune fille sauta soudain du lit, sortit un petit sac de voyage d'une armoire et se mit à le remplir de ses effets personnels. « Anthony, que se passe-t-il » interrogea Fritz qui venait d'entrer. « Laisse-moi tranquille, Fritz » répondit l'interpellé, sans lever les yeux occupé à ranger ses affaires. « Tu crois que maman couche avec lui » interrogea à nouveau le garçon en s'asseyant au bout du lit. « Tu l'as entendu comme moi, je crois. C'est sa vie privée. Où vas-tu » ? Chez Jean-Donald. C'est la seule personne qui ait encore un peu d'amour et de respect pour moi. Tu crois que ses parents comprendront ? Vous n'êtes pas mariés. Vous n'êtes même pas fiancés. Fritz, tu ne vas pas tarder à m'énerver avec tes remarques stupides. Après quelques instants de silence, Anthony tira la fermeture de son sac et le porta en bandoulière. Je ne veux pas que tu partes, Anthony, dit tristement le petit frère. Tu vas devoir apprendre à vivre sans moi. Et puis, il te reste ta mère, toi. Moi, je n'ai plus ni père ni mère. Salut. Anthony attend. Déjà, elle était hors de la chambre et Fritz la poursuivait. En pénétrant dans la cuisine, Anthony remarqua Serge tenant Ludovic dans un coin de la pièce, ainsi que sa mère qui, debout dans un autre coin, avait croisé les bras sur la poitrine, la tristesse dans l'âme. « Et où vas-tu ainsi ?» questionna Daniel. « C'est ma vie privée, répondit la fille en sortant sans se soucier de Fritz qui, derrière elle, devenait de plus en plus suppliant. « Anthony, je t'en prie, reste. Anthony, s'il te plaît. »« Anthony, Anthony, répéta Daniel. « Anthony, attends, hurla Serge en donnant le bébé à sa mère avant de sortir en courant. À l'extérieur, il n'eut aucune peine à rattraper la jeune fille qui attendait le bus à l'arrêt. Sa séparation d'avec son père l'avait réduite à emprunter le bus et elle se demandait ce que serait son avenir maintenant qu'elle quittait aussi sa mère. « Ma décision est prise. Pas question de faire marche arrière, se dit-elle énergiquement. « Écoute, Anthony, commença le journaliste. Normalement, je ne devrais pas me justifier devant toi de quoi que ce soit parce que je ne te dois aucun compte. Seulement,
Dans l'intérêt et pour l'unité de votre famille, pour préserver l'harmonie qui doit régner entre ta mère et toi, je suis obligée de te dire que ce qui te trotte dans la tête est faux. Tu es complètement dans l'erreur. Écoute bien ce que je vais te révéler, Anthony. Engagea Serge en saisissant la fille par les épaules. Je ne couche pas avec ta mère, tu m'entends? Je ne couche pas avec elle. Tu sais, tous les quatre, vous traversez une période extrêmement difficile. C'est le moment ou jamais de faire preuve d'unité. Vous en avez besoin pour vous en sortir, tu comprends? Ta mère a peut-être été un peu dure, mais tu sais bien qu'elle t'aime très fort. Et je suis sûre que toi aussi tu l'aimes. Maintenant, si tu trouves que c'est vraiment le moment de démissionner et d'abandonner les tiens, alors saute dans ce bus qui arrive là-bas et va-t'en. Le bus s'arrêta devant Anthony que Serge avait finalement lâché. Plusieurs personnes y pénétraient, mais Anthony, dont les larmes mouillaient déjà les yeux, resta comme hypnotisé jusqu'à ce que le bus s'éloignât. Tu as fait le bon choix, Anthony. Allez, viens te préparer, tu dois retourner à l'école. Je veux rentrer chez mon père, tu comprends cela, Serge? J'en ai assez d'habiter chez les autres. J'en ai assez que tu me réprimandes pour une serviette que j'ai laissée traîner ou pour une porte que j'ai oublié de fermer. Je te promets de faire des efforts. Allez, viens. Après une petite hésitation, la jeune fille saisit finalement la main tendue de Serge qui ne lui proposait ni plus ni moins que la paix et ils entraient dans la modeste villa. Il est souvent un peu dur, mais au fond, c'est un chic type, pensa Anthony. Cet après-midi-là, une foule s'agglutinait devant l'entrée de la clinique J. Biva. De nombreux journalistes, reporters, caméramens des deux sexes, chargés de microphones, magnétophones, caméras ou appareils photo, patientaient. Qu'attendaient-ils donc? Se demandaient les passants curieux. La réponse fut bientôt claire quand l'illustre Jean, Monsieur Jacques Biva, sortit de la clinique, poussé dans un fauteuil roulant par l'un de ses domestiques. Il tomba aussitôt autour de lui une pluie de journalistes qui posaient tout à la fois de nombreuses questions. Comment vous sentez-vous, Monsieur Biva? Des langues fourchues racontent que vous traversez une période noire dans votre foyer. Qu'en est-il exactement? Pensez-vous que vous quitterez un jour ce fauteuil roulant? Dans la rue, non loin de là, une limousine noire attendait. Portière ouverte et M. Biva dans son fauteuil roulant se dirigeait droit vers elle. Passant sans mot dire au milieu des journalistes qui continuaient de faire pleuvoir les questions. Qu'avez-vous fait de votre femme et de vos enfants, Monsieur Biva? Monsieur Biva, qu'est-ce qui a provoqué votre attaque cardiaque? Le vieil homme préférait décidément garder le silence. Il ne laissa pas échapper un seul son jusqu'à la voiture qu'il avait presque atteinte quand une femme en robe noire et jaune lui barra soudain le chemin. Il reconnut sans peine cette tenue qu'il avait offerte à sa femme quelques mois auparavant quand elle s'appelait encore Chérie, la robe qu'elle portait le jour de son entrée en clinique. Il leva les yeux et vit Daniel les yeux inondés de larmes. Il se fit une tension telle que les journalistes se turent aussitôt. Je croyais avoir été assez clair la dernière fois, Daniel. Commença le milliardaire. Il était question que tu sortes de ma vie et pour toujours. Tu sais très bien que c'est impossible, Jacques. Nous sommes mariés pour le meilleur et pour le pire. Tu t'en souviens? Excuse-moi, nous étions maintenant. Pousse-toi de là, il faut que je rentre chez moi. Je commence à me sentir faible. As-tu seulement pensé aux enfants, Jacques? Que deviendront-ils sans leur père? Leur père? Tu veux rire. Ils ne sont pas de moi et tu le sais pertinemment. Ils n'auront aucune peine à retrouver leur vrai père, s'ils ont le même, bien entendu. Maintenant, ôte-toi de mon chemin. Ben, voulez-vous la chasser de là, s'il vous plaît? Bien, monsieur, répondit l'employé qui poussait le fauteuil roulant en se dirigeant vers Daniel. Madame Biva, s'il vous plaît, commença-t-il en saisissant la femme pour l'éloigner. Voulez-vous? Il fut interrompu par une gifle sévère et puissante, la plus humiliante qu'il ait jamais eu à recevoir de la main d'une femme, surtout à cause de la présence des journalistes. Le pauvre Ben s'écarta lentement de la scène, suivi de près par l'œil ajusté des caméras. Très impressionnant, Daniel, se moqua Jacques. Seulement, il va bien falloir que tu arrêtes ta comédie parce que moi, je dois m'en aller.
Est-ce que j'articule assez bien? As-tu pensé à Ludovic? Il est bien de toi, Ludovic. Il ne mérite pas de souffrir autant à son âge. Le vieil homme poussa soudain un rire ironique avant de répondre, toujours aussi arrogant. Elle est bien bonne celle-là. Ludovic, mon fils, il est venu au monde pendant que nous étions mariés et c'est tout. Cela ne suffit pas pour faire de moi son père. Écoute, Jacques, j'ai fait faire des examens de sang Daniel, le test de paternité. Ludovic n'est pas de moi, mais qui sait? Monsieur Dick ferait peut-être un père parfait, à moins que le géniteur ne soit plutôt le jardinier ou le chauffeur ou même Ben. De toute façon, je m'en moque. Tu les as fait toutes seules, alors débrouille-toi toute seule. Tu permets que j'entre dans ma voiture? Merci. Daniel sentit le plus grand désespoir de sa vie l'envahir de toutes parts et ses pleurs redoublaient d'intensité. Qu'allons-nous devenir? Existe-t-il un Dieu pour tout le monde? Se demanda-t-elle en s'éloignant lentement de la voiture. Quant à vous, cher ami journaliste, entreprit M. Biva, sachez que vous avez devant vous Mademoiselle Viaspo et non Madame Biva. Je veillerai à ce que ceci soit officiel dans les tout prochains jours, mais je compte déjà sur vous pour le publier. Merci d'avance. Daniel, de l'autre côté de la chaussée déjà, vit plusieurs infirmiers s'installer Jacques et son fauteuil pliant dans la voiture qui s'éloigna aussitôt. Les journalistes traversaient soudain la grande rue et submergeaient la femme de questions. Que se passe-t-il donc, Madame Biva? Pensez-vous avoir la situation en main? Madame Biva, que comptez-vous donc faire pour élever vos enfants? De qui est exactement le petit Ludovic? Madame Biva, des larmes inondèrent son visage. La mort dans l'âme, la jeune femme ne répondit à aucune question. Elle pénétra tristement dans un taxi qui démarra rapidement. Les journalistes acharnés remarquèrent le docteur Bolland debout à l'entrée de la clinique et traversèrent de nouveau la rue de façon encore plus précipitée. Doucement, je vous prie, doucement, pria le médecin en levant les paumes de ses mains. Je vais vous répondre à tous, mais un seul à la fois, s'il vous plaît. Pendant de longues et interminables heures, Daniel pleura et heura dans la ville, n'osant pas rentrer à la maison de peur d'affronter le regard et les questions de ses enfants, si bien que, quand elle se décida enfin, la nuit était complètement noire. À la télévision devant laquelle Anthony et Fritz pleuraient en silence, à côté de Serge, un événement qui faisait la une des médias, la sortie de clinique de M. Biva. Daniel pénétra doucement dans la pièce, pendant qu'à l'écran, un journaliste en veste et cravate disait « Mademoiselle Viaspo ou Madame Biva, seul le tribunal pourra nous renseigner dans quelques… » Daniel arrêta soudain la télévision et se tourna vers les 3 téléspectateurs. « Ludovic ?» demanda-t-elle. « Il dort, » répondit Serge. « Anthony, Fritz, je sais ce qui nous arrive à tous et entièrement de ma faute et croyez-moi, j'en suis sincèrement désolé, entama Daniel qui retenait tant bien que mal ses larmes. Vous savez bien qu'il arrive à tout le monde de commettre des erreurs, de grosses erreurs parfois. Eh bien, maman n'a pas échappé à la règle. Les 2 enfants assis l'un à côté de l'autre dans le divan éclataient de plus belle en sanglots en voyant les larmes qui commençaient à échapper à leur mère. Il arrive souvent, continua celle-ci, que certaines de ces erreurs soient irréparables et j'ai comme l'impression que je suis dans ce cas. Quoi qu'il arrive, sachez que je vous aime comme je n'ai jamais aimé personne. Daniel éclata carrément en sanglots et dut se taire un moment. Puis, s'étant calmé le cœur débordant de peine, de douleur et d'inquiétude, la gorge serrée, elle poursuivit. Vous êtes les seules personnes qui comptent dans ma vie. Vous êtes tout ce qui me reste, vous êtes… Elle versa encore quelques larmes avant d'ajouter « Vous êtes ma seule raison de vivre, alors je veux que vous soyez fort et courageux. » Nous entrons dans une autre phase de la vie. L'homme que vous venez de voir à l'écran ne représente plus rien pour vous. Les choses seront un peu plus difficiles à partir de maintenant. Fini les villas et les voitures de luxe. Fini les voyages. Vous m'entendez? Le luxe est terminé. Nous n'avons plus personne. Nous sommes seuls au monde et nous allons réapprendre à vivre. Nous repartons à zéro. Quant à toi, Serge,
Tu auras la suite de ton interview demain avec tous les détails que Jacques lui-même ne t'aurait jamais fournis. Écoute, je ne suis pas aussi pressé que cela, répondit le journaliste. On pourrait peut-être attendre un tout petit peu après tout. Non, on pourra le faire dès que tu rentreras demain. Je m'en sens capable, insista Daniel en s'essuyant les joues. Comme tu voudras, se résigna Serge. Bien. Alors bonne nuit, lança Daniel en s'en allant. Elle ouvrit la porte du couloir et s'arrêta soudain. Elle se retourna et vit ses enfants en proie à une profonde tristesse. La pauvre femme revint précipitamment sur ses pas et les serra très fort contre sa poitrine. « Je n'oserai plus marcher dans la rue, maman, » confia Anthony en pleurant. « Je n'oserai plus regarder Jean Donald en face. Je n'y arriverai plus. » « Mais si, tu y arriveras, rassura Fritz. « Vous vous êtes toujours aimés. Tu y parviendras. C'est triste souvent la vie, » murmura Serge. « C'est triste et injuste. » Tout le monde devint soudain très abattu dans la maison. Vu la situation actuelle de la petite famille, il n'était pas difficile de comprendre pourquoi, surtout quand on se mettait à la place de Fritz et Anthony qui avaient vu leur papa les renier devant des milliers et des milliers de téléspectateurs. Ce même papa qui, comme une mère poule, les avait toujours protégés sous ses grandes ailes, chéris et entourés de soins. Alors, leur cœur débordait de peine et de découragement. Ainsi s'achève notre chapitre 2. Qu'avez-vous pensé du chapitre 2? Qu'avez-vous pensé de la réaction de M. Jacques Bivat? N'était-il pas assez dur envers ses enfants? C'est vrai. Leur mère a commis une erreur, mais les enfants, ces innocents enfants, qu'est-ce qu'ils ont bien pu faire? Il aurait pu quand même les prendre toujours sur son aile et rejeter la mère. Mais bon, chacun a sa manière à lui de pouvoir supporter les trahisons. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Bye!